Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir proposé cette petite séquence qui va poser un petit peu le cadre. Et je vais commencer d'ailleurs par quelques rappels sur la loi Musée de France parce que je constate que c'est toujours utile. Et ça sera dans le prolongement de l'introduction de Christelle Crève. Et puis après, parler un petit peu du cadre juridique de la restauration des musées de France et pour aboutir évidemment sur les CSR-R qui sont le sujet du jour. Donc la loi de Musée de France, je vais passer rapidement, mais comme vous savez, du 4 janvier 2002, texte très important pour notre secteur évidemment, et d'autant qu'elle est venue au bout d'un certain temps d'une ordonnance provisoire qui datait de 1945, donc il était largement temps en 2002 de faire quelque chose pour réunir la grande famille des musées anciennement classés et contrôlés, qui sont tous devenus musées de France sous cette appellation commune, qui avait la volonté et la vocation à créer un cadre unifié sur un certain nombre de points et évidemment à rassembler des institutions principalement publiques, mais aussi, ce n'est pas une exclusion, qui pouvaient être des personnes morales de droit privé. Christelle Crève l'a rappelé tout à l'heure, voilà, pour le plaisir, les missions des musées de France telles qu'elles sont dans le Code du patrimoine actuellement. Et évidemment, la première série de verbes comprend tout de suite restaurer pour montrer l'importance de ce terme. Un jour, on rajoutera sans doute récoller aussi, parce que ça serait bien utile, parce que là aussi, c'est une mission importante et ça sera une façon de l'affirmer encore plus. Évidemment, l'étude, la conservation, la restauration conduit aussi à contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche, qui sont une autre des missions des musées. Alors, dans le système Musée de France, la clé de voûte, c'est le Haut Conseil des musées de France, qui a plein de fonctions différentes et surtout la lourde tâche de donner un avis sur l'attribution ou le retrait de l'appellation, donc sur les contours de la grande famille, mais aussi de traiter les transferts de propriété, les cas de péril, les déclassements, c'est une nouveauté depuis 2020. Et évidemment, j'y reviendrai, c'est aussi un lieu de débat collégial et d'évocation de la déontologie, avec une composition qui intègre des élus, des représentants de l'État, mais aussi les représentants de l'écosystème, et notamment, je crois que tu y as été d'ailleurs, des professionnels de la conservation-restauration, aux côtés de conservateurs de musées ou de responsables, en tout cas scientifiques de musées. Alors l'appellation qui a été créée par la loi de Musée de France, elle est protégée, et c'est une bonne chose, et avec des sanctions pénales si elle est utilisée de manière indue. Toujours dans le rappel du cadre de l'appellation Musée de France et de ses conséquences, juste pour mémoire, le contrôle scientifique et technique de l'État qui s'applique sur les musées de France, donc comme l'indique cet article L442-11, et qui permet aussi à l'État donc de diligenter des missions d'études et d'inspection. Évidemment, le cadre de la loi Musée de France apporte une attention particulière à la politique des publics, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va passer vite. Et puis une exigence, et c'est très important, sur les qualifications professionnelles des personnels qui ont à agir ou interagir dans les musées de France. Et avec la conservation et l'accueil des publics aussi, on a évidemment très important la restauration. C'est pas le sujet non plus d'aujourd'hui, mais il faut savoir quand même que, mais je crois que c'est connu dans la salle sans doute, la loi Musée de France et les textes qui ont suivi ont permis d'avoir d'exiger un haut niveau de qualification pour permettre les interventions de restauration sur les collections des musées de France, et c'est le seul secteur patrimonial qui a inscrit aussi fortement cette exigence de qualification dans son corpus. On peut y aller.
Alors, dans les conséquences de l'appellation Musée de France, un certain nombre d'instances consultatives. Alors, ce paysage, au fur et à mesure, c'est beaucoup simplifié, puisque régulièrement, on nous demande de supprimer des commissions inutiles, parce qu'elles sont forcément inutiles à la base. Ce qui fait que l'architecture du corpus Musée de France a été largement allégée au fur et à mesure du temps. Mais il n'en reste pas moins que les principes fondamentaux de collégialité sont restés inscrits au cœur du texte et s'appliquent particulièrement à la fois pour les acquisitions et pour la restauration. Et pourquoi je vous parle des acquisitions? C'est parce que vraiment les deux sont conçus en miroir avec la restauration sur la façon dont c'est traité, dans la manière dont il faut aborder ça de manière collégiale, avec des mises en pratique évidemment qui sont différenciées selon si on est musée national relevant du ministère de la Culture, un autre musée de l'État ou un musée de France territorial ou relevant d'une association, d'une fondation, enfin tous ceux qui ont cette appellation de musée de France. Mais le principe reste le même pour les acquisitions et les restaurations, à savoir que normalement, il doit y avoir toujours un avis préalable d'une instance collégiale scientifique. Alors justement, pour les musées appartenant à l'État, le Code du patrimoine indique très clairement qu'en matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'État, les instances scientifiques compétentes qui sont définies lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées par un arrêté du ministre de la Culture. Et donc, merci. Concernant les musées nationaux relevant du ministère de la Culture, le principe de collégialité existe, mais on voit qu'il n'est pas encore suffisamment appliqué sur le versant restauration. Si sur le plan des acquisitions, tout ça est extrêmement organisé avec des instances qui s'articulent à différents niveaux, sur la restauration, il reste encore du progrès à faire. Donc actuellement, en tout cas à notre connaissance, on a par exemple deux musées qui se sont dotés, deux musées nationaux, qui se sont dotés d'une commission de restauration, le Louvre et Rodin. Alors tous les deux ont une commission qui fonctionne depuis 2006, avec des applications, une organisation un peu différente, mais qui fonctionne donc pour étudier et donner cet avis préalable sur des gros chantiers, des grosses interventions de restauration, et notamment par exemple la commission du Louvre qui inclut Delacroix permet aussi même de créer des sous-commissions dédiées à un chantier particulier plus délicat que les autres, et ces commissions se réunissent plusieurs fois par an. Alors, d'autres musées n'ont pas de commission dédiée au sujet de la restauration, de commission spécifique, mais ont inscrit dans une autre instance existante dans leur collégialité interne cette mission. Alors, par exemple, le Fontainebleau et Versailles, c'est le conseil scientifique qui peut avoir à traiter des sujets de restauration. Et pour le musée du Quai Branly, c'est la commission des acquisitions qui a aussi cette compétence de traiter les projets de restauration de ces musées. Alors le principe dans ce panorama que je dresse rapidement, le principe de la mise en place d'instances scientifiques spécifiques pour la restauration, en fait, on le voit de plus en plus se développer dans les autres musées de l'État, qui se sont, avec des choses qui se sont mises en place beaucoup plus récemment. Mais par exemple, et ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, parce que je n'ai pas eu le temps de regarder tous les musées qui dépendent d'autres ministères, mais notamment les musées du ministère des Armées se sont dotés au niveau central d'une commission scientifique des collections du patrimoine culturel mobilier depuis 2020, qui a beaucoup de missions, puisque, comme c'est repris sur la diapositive, on a à la fois les acquisitions, les dépôts, les transferts de propriété, un avis préalable sur le déclassement, les problèmes de statut de collection, puisqu'ils ont
le ministère des Armées a des musées de France, d'autres qui ne le sont pas, mais donc tout ça pose des questions régulièrement. Et puis toute la problématique de conservation-restauration des collections qui sont placées sous la tutelle du ministère, des musées qui sont placés sous la tutelle du ministère des Armées sont aussi possiblement évoquées dans cette commission scientifique. Le muséum, de son côté, donc, qui a qui est sous la double tutelle enseignement supérieur et transition écologique, s'est doté aussi d'une commission des acquisitions qui a en fait un périmètre d'intervention qui est plus large que son titre ne veut bien le dire, puisque elle prend dans son sein des commissions de restauration et de prélèvement-analyse, puisque, bon, évidemment, il y a une problématique particulière sur les collections du muséum qui peuvent conduire à faire des prélèvements pour études, mais donc sur les restaurations, là aussi avec des problématiques particulières, il y a donc une forme de sous-commission qui se réunit sur les questions, les projets de restauration, en comprenant des membres de la commission des acquisitions et un certain nombre de professionnels spécialisés dans le domaine, dans les domaines de compétences des collections du muséum. Alors, pour les musées de France n'appartenant pas à l'État, là aussi, le principe de collégialité sur la restauration a été décliné. Alors, au début, avec une conception, là aussi, tout à fait en miroir, avec des commissions scientifiques régionales, acquisition, en formation-acquisition ou en formation-restauration. Et en revenant au texte d'origine, c'est-à-dire le décret de 2002, il y a une phrase qui a été supprimée à la codification, qui est assez intéressante puisqu'elle dit « Cette commission est appelée à siéger dans 2 formations distinctes selon qu'elle examine des projets d'acquisition ou de restauration ». Donc comme quoi il y avait une conception à l'origine d'une seule commission qui avait ces 2 compétences, alors que la codification donne l'impression maintenant d'un traitement qui reste en miroir, mais qui est séparé comme s'il y avait 2 commissions tout à fait indépendantes. Or, elles ont des liens même dans la composition. Donc l'article qui stipule cette organisation pour la restauration, quand il s'agit des musées n'appartenant pas à l'État, donc prévoit que l'instance compétente pour rendre un avis, c'est la commission scientifique régionale des collections des musées de France en formation-restauration. Alors, quelle composition alors, sachant qu'il y a titulaire et suppléant, mais on a d'abord des membres, assez classiquement, hein, sur l'organisation de commissions, on a des membres de droit représentants de l'État, 5, dont les 3 premiers sont communs avec la CSRA, justement, qui montre aussi le lien entre les 2 commissions. Alors, ces 3 premiers, c'est le directeur régional des affaires culturelles, le DRAC, ou son représentant, le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, donc DRARI, qui se décline sous un autre titre en Guyane, le conseiller pour les musées à la DRAC, ou son représentant, qui est chargé de toute l'organisation des CSR et des CSRA, ce qui n'est pas une mince affaire, vu qu'il y a à peu près... mes collègues du bureau de l'animation scientifique et des raisons me disaient que si on fait les comptes en 2023, il y a eu 53 CSRA et 51 CSRR, donc un sacré travail de logistique et d'organisation pour les conseillers musées. Ensuite, donc après ces 3 premiers membres de droit qui sont communs avec les CSRA, on a la chef du service des musées de France et le directeur du C2RMF ou leurs représentants qui sont membres de ces commissions. Puis 5 membres désignés par le préfet de région, 3 professionnels. Alors les références aux articles, c'est en fait des responsables des activités scientifiques des musées de France, donc conservateurs ou assimilés. Et puis 2 personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R 452-10, égal donc professionnel de la conservation-restauration. Et puis un membre désigné par le DRARI ou en Guyane le délégué régional ou son représentant pour compléter cette composition. Alors, dans le fonctionnement, on a une délégation permanente, ça aussi on le retrouve dans les commissions d'acquisition, c'est assez classique, c'est-à-dire une composition restreinte qui permet de traiter les cas d'urgence, qui ne peuvent pas attendre une plénière.
Cette délégation permanente, qui est une commission restreinte, évidemment, inclut le président de la CSRR, 2 membres élus au sein de celle-ci, le conseiller pour les musées et l'un des membres qui relève de la DGPA. Là aussi, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Et puis, le président, évidemment, rend compte des avis de la délégation aux membres à la plénière suivante. Ça aussi, rien de très original, c'est assez conforme au fonctionnement de toutes ces instances collégiales. Alors, pour les membres qui sont nommés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas membres de droit, le mandat, c'est 5 ans renouvelable et sans limitation dans le temps. Donc après, je laisserai ceux qui vont parler de la vraie vie de ces CSR dire si ces 5 ans renouvelables sont renouvelables beaucoup de fois ou en fait en réalité limités dans le temps. Toujours sur le fonctionnement, et rien d'original non plus tellement, mais c'est bon de le rappeler, l'ordre du jour il est fixé par le président, adressé aux membres de la commission normalement 1 mois avant chaque réunion, le temps de pouvoir étudier les dossiers, et avec évidemment aussi au directeur général des patrimoines et de l'architecture. L'organisation des séances prévoit un vote à bulletin secret à la majorité des membres qui sont présents ou représentés, et puis une voix prépondérante du président. Ça aussi, c'est des règles de fonctionnement très classiques. Le recours éventuellement à des experts extérieurs, là aussi, est tout à fait prévu dans beaucoup d'instances collégiales. Le PV des séances, transmission des procès-verbaux des séances de CSR dans le mois suivant au DGPA et, le cas échéant, au responsable chargé des musées, au ministère chargé de la recherche. L'avis de la CSR ou de la délégation permanente est notifié aux propriétaires des collections du Musée de France concerné. Et il y a prévu aussi une possibilité d'appel pour arbitrage s'il y a eu un avis défavorable, avec une possibilité de saisine du service des musées de France. Alors là, si aujourd'hui c'est une saisine du service des musées de France, on nous a souvent demandé pourquoi et qui au service des musées de France prendrait ce rôle d'appel, c'est parce qu'on a toujours dans les évolutions du schéma administratif de la construction des instances collégiales Musée de France, en fait, il y a un maillon très important qui était prévu entre les CSR et le Haut Conseil qui a disparu, justement sacrifié sur l'autel de la réduction du nombre de commissions administratives. C'était la commission scientifique nationale des collections qui jouait ce rôle d'appel. Donc, ayant été supprimé en 2018, si ma mémoire est bonne, on a dû trouver un autre moyen de faire ce rôle d'appel qui a donc été confié au service des musées de France. Et donc, l'appel est suspensif et le SMF, normalement, a 1 mois pour rendre son avis qui se substitue à celui de la CSR. Par ailleurs, il y a une possibilité aussi de saisine, sans qu'il s'agisse d'un appel ou pour arbitrage, du SMF par le président d'une CSR pour toute question nécessitant une consultation complémentaire, dit le Code du patrimoine. Alors, après ce rappel de ce que disent les textes sur les CSR, juste pour mémoire aussi, le fait que la loi LCAP, donc la loi liberté, relative à la liberté de la création et de l'architecture et du patrimoine du 7 juillet 2016, a peu modifié le corpus Musée de France, en fait, qui a été jugé suffisamment solide pour ne pas être totalement revu à cette occasion qui pourtant permettait de modifier profondément un certain nombre d'aspects du corpus juridique concernant les musées et le reste, puisque la loi touchait beaucoup de domaines. En réalité, sur le corpus Musée de France, peu de choses. L'inscription du PSC comme une obligation légale qui n'existait pas auparavant et qui donne du poids du coup pour en exiger l'existence, mais quelques petites retouches sur
en matière de restauration, puisque on a renforcé l'exercice du contrôle scientifique et technique de l'État sur la restauration, avec une possibilité qui n'existait pas auparavant, que le ministère de la Culture puisse interrompre des travaux de restauration qui auraient été engagés sans autorisation ou en contradiction avec les prescriptions de l'instance scientifique spécialisée. Et quand on a conçu cette mesure, on pensait notamment au CSR, dont on souhaitait que les avis soient bien plus pris en compte par les collectivités territoriales, notamment propriétaires de musées qui avaient des projets de restauration. Et la possibilité aussi au ministère de prescrire des mesures utiles avec évidemment les services compétents et notre bras armé, en l'occurrence, le C2RMF. Et deuxième petite retouche dans ce domaine, le renforcement aussi des conditions dans lesquelles l'État peut mettre en demeure un propriétaire défaillant en cas de péril, de grand danger sur les collections et de faire procéder à des travaux d'office. Donc voilà ces petites retouches qui sont venues à solidifier le socle existant depuis 2002. Et mon propos n'avait que l'objectif de remettre tout ça en perspective par rapport à tout ce que vous allez voir dans la journée. Là, c'est ce qui est écrit dans les textes. Évidemment, après les textes, il y a la vraie vie. Le fonctionnement quotidien et qui va être abordé notamment, je vois mes collègues du premier rang, dans les interventions à venir. Merci.